remercier le Cercle Aristote de m'avoir invité et je voudrais vous remercier à tous d'être venus. Je vais faire un exposé un peu, pas très long et puis, laisser la place peut-être aux questions. Heu, c'est important effectivement de comprendre, cette défaite que la France a subie au Sahel. Parce que quand on comprend ça, on comprend tout le reste. Moi qui ai suivi pendant 7 ans quotidiennement, et qui continue à suivre d'ailleurs, parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée, parce que la France est partie et qui continue à suivre, ces questions-là, je me rends compte que, la manière dont Emmanuel Macron et ses équipes, mais on le verra, elles sont pas nombreuses, ces équipes, ils gèrent beaucoup de choses tout seuls, et c'est sûrement, une des raisons, de la défaite qu'on peut appeler aussi débâcle, de la France. Heu, qu'on a quand on comprend la grille, on peut analyser tous les dossiers, qu'ils soient intérieurs ou les autres dossiers internationaux. Là, je suis de très près parce que je suis aussi le Moyen-Orient, ce qui est en train de se passer au Liban et qui est gravissime et qui m'arrache le cœur. On envoie Le Drian, qui est l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron. Une grande partie de l'échec sahélien est due aussi à Le Drian, puisque je rappelle qu'il était, en 2013, quand la France engage Serval, il était ministre de la Défense et que ensuite il a été ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron et que lorsqu'il était à la Défense, ça s'est à peu près bien passé parce qu'il avait un directeur de cabinet et qu'il y avait des généraux qui gérait, la défense. Mais lorsqu'il s'est retrouvé tout seul au Quai d'Orsay, ça a été, une catastrophe absolue. En termes de il n'y a pas eu un moment de diplomatie dans ce dossier. Or il en aurait fallu, mais vraiment des trésors. Donc c'est vraiment ce qui est vraiment important, on va peut-être voir après les enchaînements, mais déjà, je voudrais qu'on mesure les conséquences de ce qui s'est passé et de ce qui a été, lorsque les 3 pays sahéliens dans lesquels on était les plus engagés, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont demandé à l'armée française de quitter leur pays. Je pense qu'on ne commence à mesurer l'ampleur, de ces bouleversements pour la France que maintenant. Un des signes, et je l'écris dans le livre, à la fin du livre, le livre est sorti en mai, mais déjà je prévoyais que c'était l'affaiblissement de la France en Europe. Et donc j'avais prévu ce qui allait se passer, c'est-à-dire que la France, on l'a vu la semaine dernière avec l'affront qui a été fait avec la démission de Breton, et la France, qui avait une voix prépondérante en Europe, n'en a plus du tout. Il y a des tas de raisons, mais la raison principale, c'est qu'elle ne gère plus aucun dossier d'importance. Et ça, cet affaiblissement en Europe, il va être cruel pour nous parce qu'on n'aura plus de voix lorsqu'il y aura des arbitrages à faire. Et la France avait une voix aussi parce qu'elle gérait des dossiers. Et, et si vous voulez, au Sahel, la France était présente militairement, mais elle était aussi chef de file. C'est-à-dire que les Nations unies comptaient sur elle pour gérer. Elles avaient besoin de l'armée française. Les pays européens qui étaient engagés au Sahel comptaient sur elle. Et du coup, avec cet effondrement et la manière dont ça s'est passé, c'est surtout la manière dont ça s'est passé, hein, c'est 3 Kaboul à la française. Et avec cet effondrement, plus personne ne lui fait confiance. Parce qu'on a bien vu que on est parti parce qu'on avait mal géré les choses. Parce qu'on avait mal parlé, parce qu'on avait mal agi, parce qu'on n'avait pas compris. Et c'est tout un enchaînement qui fait que
La France est beaucoup moins forte en Europe, elle est beaucoup moins forte aux Nations Unies, elle est beaucoup moins forte, ça a des conséquences en chaîne, elle est beaucoup moins forte dans toutes les organisations multilatérales et elle a une voix qui ne compte plus. Alors elle a une voix qui ne compte plus pour d'autres raisons, parce qu'elle n'a pas de vision, parce qu'elle n'a pas de stratégie, parce qu'elle a plus de diplomatie et parce que c'est un pays qui est aligné sur les États-Unis. Par conséquent, à quoi sert la France quand elle n'est plus elle-même? euh, Rien, donc elle compte plus. Mais elle compte plus aussi parce qu'elle n'a plus de grands dossiers à gérer et qu'elle ne compte plus sur des pays africains importants. Alors, on peut parler de la démographie africaine. Je ne pense pas que ce soit pour moi, mais on en reparlera plus dans les questions, si vous voulez, que ce soit un problème de sécurité pour la France, si on sait gérer et si on sait faire en sorte que ces pays aillent bien et qu'on les enfonce pas, voilà, plus ils iront mal, plus effectivement les gens de ces pays-là auront envie de partir. Mais il y a d'autres solutions. Le pire n'est jamais certain. En revanche, euh, c'est lorsque le général de Gaulle accepte de donner les indépendances aux 14 pays africains francophones, une des choses qui était essentielle pour lui, c'était que la France soit appuyée par 14 pays aux Nations Unies. Et ces voix-là, on les a perdues. Ça a été la grande surprise d'ailleurs des Occidentaux du vote de mars 2022 demandant la condamnation de l'intervention russe en Ukraine. C'est que tout d'un coup, ils se sont aperçus que tiens, c'est fini le temps où les pays africains votaient soit comme les États-Unis, soit comme la France. Et Emmanuel Macron était très surpris. Et ça, c'est une question, on y reviendra après, mais c'est une question qui est très intéressante. Il a été très surpris et il a appelé Macky Sall, le président sénégalais, en lui disant mais comment t'as pas voté euh, et, et c'est là qu'il s'est rendu compte, alors qu'il aurait dû savoir, mais il ne le sait pas. C'est là qu'il s'est rendu compte que en perdant ces pays-là, il perdait sa puissance aux Nations Unies. Parce que ces 14 voix, elles étaient très importantes pour la France. Donc, comprendre cette défaite, c'est aussi comprendre ce qui va nous arriver et ce qui est déjà en train de nous arriver. Mais encore une fois, les conséquences ne font que commencer. On ne commence que à en voir le ouais, on ne commence qu'à voir les conséquences, quoi. Et ça, je pense que c'est important. C'est important aussi pour l'armée française, parce que l'armée française était, moi je l'exprimais comme ça, mais l'armée française était le dernier levier de puissance de la France, puisque la France avait de moins en moins d'industrie, pour pas dire qu'elle s'est désindustrialisée. Et l'armée française avait une bonne image à l'extérieur. Elle était considérée comme une des meilleures armées d'Europe, parce que les armées européennes sont bien exsangues. Et sa défaite africaine a considérablement nui à l'image de l'armée française. Ça a été un coup, et ça a correspondu au même moment de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire on part du Mali, on nous demande de partir du Mali au moment de l'intervention, et où les États européens se retrouvent devant une guerre de haute intensité qu'ils n'avaient pas menée depuis très longtemps. Et là, l'armée française était une armée qui était modélisée pour intervenir en Afrique. C'était ce qu'on appelle une armée bonsaï, mais échantillonnaire, avec un peu de tout, mais pas beaucoup. Et c'était pas une armée c'est pas une armée pour intervenir dans un combat de haute intensité, mais au moins l'armée française arrivait à faire des opérations en Afrique et pas vis-à-vis des Africains, bien sûr, hein, mais vis-à-vis des pays européens, l'armée française avait une bonne image. Et là, on s'aperçoit
que ça, on peut plus le faire et que ça fonctionne plus. Donc ça a été un coup pour la diplomatie, pour l'armée, pour l'influence, et on va voir, et so and so, comme on dit, et on va voir tout le reste arriver. Mais je pense que c'était important de commencer là-dessus, parce que de commencer par là, plutôt que de commencer par le début d'Emmanuel au Sahel, comme je l'appelle. Ce livre, je l'ai écrit comme un récit, parce que je tenais à ce que tout le monde puisse le lire. C'est des histoires complexes. J'ai essayé de, non pas de vulgariser, j'aime pas trop ce terme parce que vulgariser, souvent, ça veut dire simplifier. Je n'ai rien simplifié, mais j'ai essayé d'en faire un récit de façon à ce que les gens qui connaissent pas le Sahel puissent le lire, puissent découvrir le Sahel, puissent découvrir cette partie, puissent découvrir ce que nous y avons fait, quels sont les enjeux. Et donc, je le commence en 2017, lorsque Emmanuel Macron, 5 jours après son investiture, arrive à Gao. Euh, et là, c'est la première bourde. C'est la première bourde parce que les Africains qui commencent à être un peu lassés des attitudes colonialistes, à raison, qui ont été aussi très choqués par 2 guerres. Ces 2 guerres, Libye et Côte d'Ivoire, c'est celles, on oublie toujours la Côte d'Ivoire, je tiens à le rappeler à chaque fois, mais ces 2 guerres de 2011, c'est celles qui vont commencer à changer l'ordre mondial aujourd'hui. Parce que il y a eu 2 guerres sur lesquelles la Chine et la Russie n'ont pas mis leur veto, pas encore, ils n'avaient pas compris. Et quand ils ont vu que les résolutions 1975 et 1973 ont été largement outrepassées, que en Libye, l'OTAN, en Côte d'Ivoire, la France, avec les Nations Unies et les Américains derrière, ont largement outrepassé et ont fait une guerre pour résoudre un conflit électoral et ont été jusqu'à aller chercher le président dans son bunker. Ils se sont dit, ça c'est fini. Et là, les gens ont commencé, tous, hein, même je me souviens des déclarations des Indiens à l'époque, aux Nations Unies, etc., tous ont dit, c'est fini. Quand arrive la Syrie derrière, là, les Chinois et les Russes mettent leur veto. Et après, ça sera, les Russes interviendront en Syrie en 2015, et puis la victoire en Syrie leur permettra de retourner en Afrique. Donc, il y a eu tout un enchaînement de choses, mais les guerres, pour moi, hein, les guerres en Syrie et en Côte d'Ivoire ont commencé à partir de 2011, à reconfigurer le monde et à redonner une place différente aux pays du Sud qui se sont aperçus que là, ça pouvait plus aller comme ça et on pouvait plus laisser faire les Occidentaux de cette manière-là. Et qui ont compris la force et le rapport de force qu'ils avaient. À mon avis, ça commence là. Donc, pour revenir, quand Emmanuel, j'ai fait une longue digression, mais pour revenir, lorsque Emmanuel Macron arrive à Gao en 2017, il va dans la base française de Barkhane, et il va comme s'il était chez lui, il oublie de passer par Bamako et il oublie de saluer le président malien. Et c'est donc le président malien qui est obligé de se déplacer, d'aller attendre ce jeune président français à la descente de l'avion. Et ça ne passe pas. Et ça, c'est des attitudes qui ne passent plus du tout. Ça veut dire qu'il n'avait même pas le souci du protocole. Et je ne sais pas pourquoi personne lui a dit attention, ne fais pas ça. J'ai su après d'ailleurs le bouquin, je crois que c'est l'ambassade de France au Mali d'ailleurs qui a dû dire il faut prévenir parce qu'il allait à Gao sans prévenir non plus les autorités de Bamako, quoi. Et donc ça commence comme ça. Et ça commence par un buzz en Afrique, parce qu'en plus c'est un président très jeune. Donc la jeunesse africaine, comme on dit souvent, mais en Afrique ils sont tous remontés, et pas que les jeunes, hein.
C'est une jeunesse qui tire et qui tire toutes les sociétés. C'est très vivant, même dans les sociétés où ça va mal, même dans les sociétés en guerre, on n'a pas du tout cette espèce de sentiment d'être en déclin comme dans la vieille Europe, hein. Je veux dire, ça pousse en Afrique et puis ça pousse fort. Puis ça tire vers l'avenir, même si c'est très compliqué et s'il y a beaucoup de souffrance. Mais ça, c'est le premier buzz. Et puis ensuite, on fait pas trop attention à ce qu'il dit, mais quand j'ai et puis il y a ça avait commencé un buzz, on cherche un autre, mais quand j'ai relu pour le bouquin 6 ans après ses déclarations à Gao, euh, c'est c'est juste impossible. Je commence le livre par ça parce que c'est je suis là, je vais tout régler, j'ai les clés, je sais comment faire, j'ai les clés, j'ai ma feuille de route diplomatique, ça sera la Syrie et la Libye, je veux que ça se fasse comme ça. Donc il donne déjà des injonctions à l'Algérie, au Mali, et puis il prend des engagements très forts et je trouve que on oublie souvent de demander aux politiques, mais vous avez pris tel engagement, vous l'avez jamais tenu. Il prend des engagements très forts et il dit la France restera là tant qu'il y aura des djihadistes et tant que et ne partira pas avant le dernier djihadiste. Le résultat des courses, il est parti et les djihadistes sont toujours là. Et et assez nombreux d'ailleurs, et ils ont été tout au long d'ailleurs des 7 années où la France a été en Afrique, le djihadisme n'a cessé d'augmenter. C'est une des raisons pour lesquelles on est parti, parce que on n'arrivait pas, parce qu'on n'avait que des réponses sécuritaires et que Emmanuel Macron n'a que des réponses sécuritaires dans sa besace, c'est-à-dire que jamais, jamais, jamais il n'a une solution diplomatique, comme il n'a pas de vision et qu'il n'a pas de stratégie, les seules solutions qu'il a, mais on peut regarder ce qui s'est passé en France, hein, c'est aussi il a traité les gilets jaunes de cette manière-là. Il n'y a pas eu d'autre façon de traiter les gilets jaunes que d'une manière sécuritaire. Et donc, et bien sûr, toutes les guerres contre le terrorisme, il n'y en a aucune qui a marché. On ne regarde pas derrière. Je me rappelle d'ailleurs en 2013, lorsque Serval a commencé, c'était déjà Villepin qui disait il ne faut pas la faire. Voyez ce que les luttes contre les guerres contre le terrorisme ont donné. Voyez où on va aller et on y est allé. Donc cet échec, il est dû aussi au manque de vision, au manque de stratégie et surtout, surtout au manque de connaissances. On ne mesure pas la perte de connaissances, la perte de niveau intellectuel qu'il y a dans les élites de ce pays, dans celles qui sont aux affaires, hein, je veux dire. Ça, c'est très important. Ils ne connaissent plus l'Afrique. Alors avant, on avait des pieds nickelés, des barbouzes, les réseaux Focard, les réseaux Sarkozy, les réseaux Chirac, tout ce que vous voulez, mais on avait des gens on en pensait ce qu'on en voulait, mais on avait des gens qui connaissaient l'Afrique. Maintenant, on n'a plus personne qui connaît l'Afrique et donc qui puisse avoir une vision, avoir une stratégie et proposer des outils qui vont marcher. Souvent dans les débats ou dans les questions, etc., on me demande mais est-ce que Emmanuel Macron, au fond, n'est pas quelqu'un de très intelligent et qu'il ne réalise pas un agenda qui n'est pas le sien, qui consiste à affaiblir la France et à dépouiller la France. Et sur ce dossier, c'est pour ça que c'est moi qui l'ai écrit, j'aime beaucoup mon livre, hein, mais je vous invite quand même à lire le livre parce que on s'aperçoit que non, c'est une connerie après une connerie après une connerie après une autre connerie, et que non, il l'a pas fait exprès, parce que ça a tellement nui à son image, cette affaire-là, et il est tellement soucieux de son image et de sa communication que jamais il se serait entraîné dans le mur lui-même. Et il a été assez
blessé. Alors, il parle plus d'Afrique, parce que comme chaque fois qu'il échoue sur un dossier, après, il le met de côté, il n'en parle plus. Mais non, il n'a pas fait exprès, du tout. Il ne savait pas. Et il a agi comme quelqu'un qui savait. C'est tout le problème. Je l'appelle dans mon livre le président qui ne sait pas, qui ne sait pas. C'est tout le problème. Il agit comme quelqu'un qui sait. Il agit comme quelqu'un qui a une vision, une stratégie. Vous allez voir, je vais vous emmener, etc. Il n'en a aucune. Et il ne sait pas. Et je pense que c'est les gens qui sont presque les plus dangereux. C'est comme quand ils nous proposent des troupes au sol. Je ne suis pas sûre qu'ils sachent très bien ce que ça veut dire et ce que ça entraîne. Et ce sont les gens les plus dangereux parce qu'ils peuvent envoyer les bouchons très loin sans jamais en mesurer les conséquences. Et donc, me posez pas la question pour savoir si c'était pas un grand complot organisé. Non, non, il s'est mis dedans tout seul. Alors, je sais pas si vous voulez, je peux parler des heures parce que voilà, mais je sais pas si vous voulez que je continue ou si vous voulez qu'on passe aux questions. Ça va? Vous ennuyez pas? Pas du tout. Donc, il fait donc ce premier discours à Gao et en passant par voir le président, mais ça c'est pas grave. Et puis ensuite, il va faire quelques mois plus tard, c'est notre deuxième grand moment africain, mais il y en a eu tellement d'autres, mais et je pourrais pas revenir dessus. Notre deuxième grand moment africain, c'est le moment du discours où il va prononcer son grand discours de politique africaine, sa vision de la politique africaine. Dans une université de Ouagadougou, parce qu'on parle tout le temps de la jeunesse africaine, alors il faut parler à la jeunesse africaine, et puis que c'est un président jeune, alors on va parler à la jeunesse africaine. Encore une fois, hein, la jeunesse africaine, on nous rabat les oreilles, et c'est vrai que 70% des populations sahéliennes ont moins de 35 ans. Donc, c'est énorme. Mais, encore une fois, c'est toutes les sociétés qui sont tirées. Et le gars de 70 ans, il pense comme le jeune. Hein. Quand le monsieur de 70 ans, il est aussi énervé contre Emmanuel Macron que le jeune de 35 ans. C'est toute une société qui évolue dans cette hémisphère. Et quand on entend le ressentiment anti-français, c'est pas vrai. Hein. Il n'y a pas de ressentiment anti-français. Il y a un rejet violent de la politique française. Comme nous, on a un rejet ici très fort de la politique que la France mène. Mais il n'y a pas de sentiment anti-français, ça n'existe pas. Vous allez, moi je vais souvent en Afrique, enfin cette année avec le bouquin j'y étais un peu moins parce que j'ai passé beaucoup de temps à écrire, mais je suis souvent en Afrique, je suis très bien reçue, tout le monde sait que je suis française, ça pose aucun problème, et au contraire. Et d'ailleurs, des voix comme la mienne sont hyper importantes. C'est pas ma voix, j'ai plus d'humilité que ça, mais des voix qui condamnent la politique que la France mène sont hyper importantes parce que ça nous permet de garder des liens avec les Africains et qui se disent bon, tous les Français sont pas complètement idiots, quoi. Et des liens qu'il y a entre la France et les Français, le peuple français et les citoyens africains, les peuples africains, ils sont pas distendus. Ils font très très bien la différence, beaucoup mieux que nous, d'ailleurs, entre la politique et la politique qui est menée et les Français en général. Donc il va dans cette université, pourtant, faire sa conférence, sa grande conférence. Il parle pendant 2 heures. Comme on sait, maintenant, nous, on ne l'écoute plus, quoi. Mais parce qu'on sait qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et puis que s'il y a une petite phrase, qu'il y a quelque chose qui est vraiment important, bon, on le saura dans la presse le lendemain, mais on va pas passer 2 heures et demie à écouter Macron à la Sorbonne. Voilà, quoi. Après, moi, pour mon boulot, je suis obligée, donc
je vais lire, parce que ça prend beaucoup moins de temps, quand ils mettent les textes sur le site de l'Élysée, je vais les lire. Puis parfois, je travaille par mots-clés, parce que voilà. Mais donc, il va passer des heures, mais il va commencer son discours en disant: je ne suis pas venu vous dire quelle est la politique africaine de la France, parce que je n'ai pas de politique africaine. Donc, à partir de là, il n'y avait plus rien à dire. Et puis, on l'a vu pendant 7 ans qu'il n'avait pas de politique africaine et qu'il n'avait pas de vision. Mais quand même, il a dit ça dès l'entame de son discours. Et il va faire 2 heures, 2 heures et demie de discours. Moi, je me souviens, j'étais dans les locaux de France 24 à l'époque. Puis, il fallait parler après son discours. Et puis, les journalistes étaient là. Et puis, ils disaient: mais quand est-ce que ça s'arrête, quoi? Quand est-ce que ça s'arrête? Ça ne s'arrêtait pas. Et là, il y a cette fameuse anecdote qui est restée dans l'histoire pour les Africains, mais qui aurait pu... c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une jeune étudiante qui lui dit: bah, aujourd'hui, vous êtes là, on a la climatisation, est-ce qu'on pourrait avoir la climatisation même quand vous n'êtes pas là? Et donc, lui, il répond: mais c'est pas à moi de m'occuper de la climatisation dans les universités de Ouagadougou, demandez au président Roch-Kaboré. Le président Roch-Kaboré qui était là. Donc déjà, ça c'était moyen. Et puis, le président Roch-Kaboré, qui devait en avoir un peu, s'était déjà tapé peut-être 1 heure et demie, 2 heures moins quart de discours, et qui a peut-être besoin d'aller aux toilettes, sort à ce moment-là. Et Emmanuel Macron est là et répond devant un amphithéâtre: il est allé réparer la clim. Et donc ça a été... ça a été le deuxième moment assez grandiose, parce que ça a encore fait réagir toute l'Afrique, le manque de respect. Et il y a quand même quelque chose qui est très important en Afrique, c'est le respect des anciens. Et le fait que ce genre de phrase, ce genre d'attitude soit faite par quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que les précédents, ça ne passait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc l'affaire de la clim lui a collé au basket. Vraiment à le moment. Mais à la limite, ça aurait pu être anecdotique si la suite avait été bien gérée. Mais la suite n'a pas été bien gérée. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu d'amélioration sécuritaire pour les populations. C'est-à-dire qu'elles voyaient l'armée française cette opération était mal foutue, où ils étaient trop nombreux, où ils n'étaient pas assez nombreux, mais 5000 militaires français pour un territoire qui est plus grand que l'Europe, vous ne pouvez pas faire du maintien de la paix, même si vous êtes dans une zone, vous arrivez, il faut ensuite sécuriser la zone. Et donc ça, les djihadistes ont pris de plus en plus d'ampleur à partir de la performance en 2013. Ça commence en 2017. Pour des raisons qui ne sont pas liées à Macron, hein. Je veux dire, Hollande avait fait aussi des bêtises et Le Drian aussi, mais en 2017, la situation se dégrade fortement. En 2018, c'était assez, ça va de mal en pis, et alors en 2019, c'est une année noire. Et là, Emmanuel Macron ne gère rien, c'est-à-dire qu'il ne change rien. On est maintenant dans la même situation que dans ces années-là, puisque maintenant on n'y est plus, mais on était dans la même situation que les Américains en Afghanistan, les généraux du Pentagone, c'est-à-dire on est dans le déni que ça ne va pas, surtout, il ne faut pas dire que ça ne va pas, surtout, il ne faut pas dire que nous sommes dans l'échec, et puis, puisque ça ne va pas, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc, ne changeons rien, mais sur le fond, ne changeons pas de stratégie, n'ayons pas une vision politique,
Parce que si vous faites une guerre sans vision politique, vous la gagnerez pas, hein, c'est la phrase de Clausewitz, voilà. N'ayons pas de vision politique, mais on va rajouter, et on va rajouter encore, et on va rajouter des hommes, et on va rajouter dans le sécuritaire, etc. Et 2019 est une année noire, mais vraiment une année noire. Et les populations ne comprennent pas, se disent, c'est l'armée française, ils ont du matériel, c'est la grande armée française, ils n'y arrivent pas. Donc là, les gens vont commencer, et tout le monde le disait, hein, moi je prenais des taxis, il faut m'expliquer comment vous n'arrivez pas à empêcher 3 djihadistes en savate de nuire. Parce qu'on ne sait pas combien ils sont les djihadistes, ils sont infiltrés dans la population, mais ils n'étaient pas non plus, à cette époque, ils n'étaient pas non plus 5000. Il n'y en avait pas autant qu'en Afghanistan. Et donc, personne ne comprend, et c'est là que les théories du complot vont commencer à naître. Et puis, c'est là aussi arrive le fameux sommet de Sochi, où c'est le premier sommet Russie-Afrique, et c'est le premier sommet où se rendent presque tous les chefs d'État africains, en tout cas les 5 chefs d'État africains dans lesquels l'armée française est impliquée, Niger, Tchad, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, étaient à Sochi. Tous étaient à Sochi. Et là, on commence à avoir des populations qui descendent dans les rues avec des drapeaux russes, instrumentalisés ou pas. Si c'est instrumentalisé, c'est pas par la Russie à l'époque, il n'y avait pas envie de mettre un pied dans ce bordel, mais c'est instrumentalisé peut-être par les chefs d'État qui commencent à en avoir un peu marre d'Emmanuel Macron, qui veulent un peu d'air, et qui veulent essayer de mener leur guerre aussi comme ils pensent pouvoir la mener. Parce que Macron donne place des lignes rouges. Eux, par exemple, Ibrahim Boubacar Keïta voulait négocier avec les djihadistes. C'était la seule solution. Et ça reste encore la seule solution. Il faut discuter avec les djihadistes, il faut parler. Et Ibrahim Boubacar Keïta voulait le faire. Et ça a été une ligne rouge pendant toute la durée où la France a géré cette guerre au Sahel. Donc ils veulent un peu d'air. Ils commencent, ils font des déclarations en disant on pourrait changer de partenaire, la Russie est importante. La Russie, à ce moment-là, pour les chefs d'État africains, la Russie n'a pas laissé tomber Bachar el-Assad. La Russie a gagné la guerre en Syrie, même si c'est encore très compliqué, mais a réussi à libérer Alep. Ça a été très compliqué. Elle fait son retour sur la scène internationale après la bataille d'Alep. Et pour les chefs d'État africains, Poutine ne laisse pas tomber ses alliés. Donc il commence à faire des déclarations qui sont à la fois des déclarations pour essayer de mettre un peu Emmanuel Macron à distance parce qu'il le déteste tous, absolument tous. Il a réussi à se mettre tous les chefs d'État à dos dans une relation interpersonnelle, hein. Parce que ça aussi, ça compte. Hollande avait fait des bêtises, mais Hollande, il est rond, il agresse personne, il est pote avec tout le monde. Donc, il n'y avait pas de relation personnelle tendue comme ça. Et donc 2019, ça commence à se tendre, et là, il y a des hécatombes, mais vraiment, les djihadistes font des massacres, et ils attaquent des camps militaires, ils attaquent des bases. On a 100 morts au Niger, 100 morts au Burkina, 100 morts au Mali. C'est vraiment un truc. Et là, Macron dit, je vais reprendre les choses en main. Et donc, c'est là où il convoque, lors d'un sommet de développement, il convoque tous les chefs d'État. Peut-être que vous connaissez cette histoire parce qu'elle est bien connue. Il convoque tous les chefs d'État sahéliens. Ça se passe juste après le fait que 53 militaires français soient morts lors d'une opération. Et donc, il convoque, et c'était des militaires du bataillon de Pau, donc pour rendre hommage aux 13 militaires français qui étaient morts ce jour-là, et pour clarifier la situation, et pour demander au chef d'État sahélien qui clarifie la situation,
lors lors d'un sommet de l'OTAN, il va convoquer les 5 chefs d'État sahéliens à Pau. Et ça, c'est la façon dont il les invite à venir à Pau. Ça, c'est la énième chose qui ne passe pas. C'est pas passé chez les dirigeants africains, mais ça n'est pas passé non plus dans les populations. Et là, vous cumulez les problèmes sécuritaires avec les problèmes personnels et avec les problèmes de manière de parler, de convoquer, etc. C'est un chaudron dans lequel il sortira plus. Moi, j'ai écrit, et je le dis souvent, la convocation de Pau, c'est le début de la fin de la France au Sahel. C'est-à-dire que après ça, retrouver la confiance, c'était plus possible. Et on ne pouvait pas. On était quand même en 2021. Non, en 2020. On ne peut plus parler comme si on était le gouverneur de la MF, quoi. C'est plus possible. Et donc, ça, c'est absolument le début de la fin. Après, on va aller de Karim Ansila jusqu'à ce qu'il y ait une suite de coups d'État, puisque la lutte contre le terrorisme produit des États faillis. Les chefs d'État étaient fragilisés par les échecs sécuritaires, au Mali comme au Burkina Faso. Au Tchad, c'est encore une autre histoire. Et fragilisés par démonétisés, ils avaient été humiliés, fragilisés par les échecs sécuritaires, fragilisés par les frondes sociales. Et ben, l'armée a pris la main au Mali, au Burkina et ensuite au Niger. Mais le Niger, c'est encore une autre histoire. Il y a quelqu'un qui s'intéresse bien au Niger, je pourrais revenir là-dessus parce que c'était une histoire passionnante. Le Niger, c'est pour une histoire différente, mais au Mali, au Burkina Faso, c'est la raison pour laquelle il y a eu les coups d'État. Et les coups d'État ont été faits par des jeunes militaires qui n'avaient bien sûr plus du tout le même rapport à la France. Parce que ils n'ont pas fait leur école ici, parce que ils n'ont pas autant d'amis ici que pouvaient en avoir les vieux de l'internationale socialiste, comme Ibeka, Issoufou, Marc Raymond, vous avez des présidents comme Idriss Déby, il a vu passer 5 chefs d'État français. Ces gens, ils connaissent la France mieux que nous. Ils peuvent. Et d'ailleurs, au départ, moi j'ai un président. Il y a des présidents, des anciens conseillers de présidents qui m'ont dit, il y a des présidents qui étaient prêts à appeler Macron pour lui donner des conseils pour gérer sa politique intérieure. Ils ont toujours fait. Et parce qu'ils connaissent. Ils connaissent aussi bien, je veux dire, les anciens présidents africains, ceux qui se sont fait dégommer, plus parce qu'il y a eu en Guinée aussi, ils connaissaient mieux la politique française, la France, les territoires français, que ces journées Ouattara. Non mais ils auraient pu conseiller le président. Et donc oui, quand même, je vais vous dire un mot sur le Niger, parce que le Niger, ça clôt. Parce qu'il y a le Tchad, tout ça, mais vous lirez dans le livre, parce que franchement, c'est passionnant. Et le Niger, ça clôt la séquence de l'armée française qui doit partir, puisque au Tchad, elle y est encore pour combien de temps, on ne sait pas. Au Tchad, mais c'est très typique. C'est vraiment
c'est presque une caricature. Au Tchad, il y avait un président qui s'appelait Mahamadou Issoufou, de l'Internationale socialiste, qui a été élu en 2010, 2011, qui avait été un opposant, qui était un copain de Le Drian, qui était un copain d'Hollande, etc., etc. Et il fait 2 mandats qui sont, allez, qui sont des mandats où il y a un taux de corruption quand même assez, assez important. Moi, je regarde, il y a un critère que je regarde tout le temps en Afrique pour voir si le pays se développe ou pas, c'est le taux d'électrification. Au Niger, c'est 18% de la population qui a l'électricité. Comment vous voulez développer un pays? C'est impossible. 18%. Or, entre le moment où Issoufou arrive, et c'est un pays qui avait quand même certaines richesses, de l'uranium, du pétrole, entre le moment, en 10 ans, le moment où Issoufou arrive et le moment où il part, il y a peut-être 2% d'électrification en plus. C'est tout. Donc, ça donne un peu l'image de ce qu'était, et en plus, avec un système qu'ils appellent le système Gouri là, au Niger, qui est un système qui verrouille tout, quoi. Nous, on a le Gouri là, mais eux, c'est le système des Soufou qui verrouillait tout. Et puis, ils pouvaient pas aller au-delà de 2 mandats. Alors, il y a des présidents en Côte d'Ivoire, en Guinée, qui ont été au-delà de 2 mandats, qui ont changé les constitutions et qui ont été au-delà de 2 mandats. Mais tout le monde a dit, c'est très bien, Issoufou est un grand démocrate, il ne va pas au-delà des 2 mandats. Et il avait l'approbation de tout le monde, de l'Union européenne, des Américains, de tout le monde. Le Niger est la plus grande démocratie d'Afrique et on se frappait sur le ventre et dans les mains. Voilà. Et les Nigériens savaient bien que tout ça, c'était... Voilà. Et donc, il y a eu une passation de pouvoir entre Issoufou et Mohamed Bazoum, qui était son ami de 30 ans. Et voilà. Mais tout le monde, quand Mohamed Bazoum a été élu, alors qu'il n'avait aucune chance d'être élu à la loyale, ça, et ça faisait aucun doute pour tous les Nigériens, je veux dire. Et donc, quand il a été élu, tout le monde a encore raconté une histoire fausse, mais que le Niger était une grande démocratie, que tout allait bien, qu'Issoufou était, pour la France, Issoufou était, Mohamed Bazoum après lui, était l'atout de la France dans la région, etc., etc. Et donc, ce qui est fabuleux, c'est que, et ça c'est typique des Occidentaux, c'est qu'ils se racontent des histoires et qu'ils finissent par y croire. Et ça, c'est vraiment un truc parce que je vous jure qu'ils avaient réussi à croire que le Niger marchait bien et que c'était une grande démocratie et même Issoufou a eu le prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance. Je pense, quoi. Et donc, tout devait bien aller puisqu'on était dans une grande démocratie avec une bonne gouvernance. Et donc, évidemment, ils n'ont pas vu arriver le coup d'État. Mais il y avait eu une tentative de coup d'État la veille de la prise de pouvoir de Mohamed Bazoum. Mais bon. Et puis ils avaient arrêté des militaires, donc ça mouillait. Et les Nigériens n'avaient pas envie de repartir pour 5 ans avec Mohamed Bazoum, et puis après Issoufou revient, et puis rien ne change dans le pays. Ils avaient vraiment, voilà. Et donc, il y a eu un coup d'État qui était très net en plus, hein. Il n'y a pas eu un coup de feu. Simplement, le chef de la garde présidentielle a enfermé le président dans sa maison. Aucun des 3 coups d'État. Il y a eu un coup d'État où il y a eu qui a été sanglant. C'est le seul d'ailleurs que la France a adoubé. Mais c'est en Guinée. Mais les autres, ça a été des coups d'État qui se sont passés relativement sereinement, hein. Les chefs d'État sont tombés très vite, où il n'y a pas eu de... Et donc là, il n'y a pas eu une goutte de sang.
Bazoum est prisonnier. Il est toujours prisonnier, hein, ça fait 13 mois. Lui et sa femme, ils sont toujours dans leur maison, au milieu de la garde présidentielle. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ont gardé leur téléphone longtemps, ce qui permettait à Mohamed Bazoum d'appeler Macron, qui lui promettait qu'il allait le remettre au pouvoir. Et puis, en octobre dernier, il y a une tentative d'exfiltration de Bazoum, et puis les militaires lui ont quand même enlevé son téléphone. Mais, et donc, là, Macron se fâche en disant c'est pas possible, c'est une grande démocratie, tout le monde se fâche, il faut remettre Bazoum au pouvoir. On sait en Afrique que quand un coup d'État est consommé après 48 heures, tu ne remets pas le gars au pouvoir. Mais bon, Macron s'est entêté. Et donc, à travers l'organisation sous-régionale qui s'appelle la CEDEAO, ils ont imposé des sanctions extrêmement sévères à tout le Niger, donc à tout le peuple nigérien, qui est quand même l'avant-dernier sur la liste des peuples les plus pauvres de la planète. Ils ont coupé, ils ont fermé les frontières, ils ont même coupé l'arrivée en électricité. Ça a embêté Niamey, mais parce que, bon, ça a embêté 18% de la population nigérienne, mais surtout Niamey. Ils ont même coupé l'électricité. Ils ont exercé mais un embargo. C'était du jamais vu depuis embargo surtout, même sur les médicaments, surtout pour imposer à la junte qu'elle remette Mohamed Bazoum sur le trône. Et quand les Nigériens ont vu ça, c'était idiot parce qu'on l'avait vu, ils avaient voulu faire ça au Mali avant. Et le peuple s'était révolté, bien entendu, et avait soutenu la junte. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Nigériens se sont levés comme un seul homme et ont soutenu la junte. Alors qu'au départ, ils disaient c'est qui, c'est comment, c'est machin, etc. Et là, au lieu de dire bon, on va dans le mur, c'est pas la peine de faire comme ça, on a vu comment ça s'était passé au Mali, on est en train de refaire les mêmes erreurs, on a refait la même erreur et on a fait même mieux. On a dit, si Bazoum ne retrouve pas le pouvoir, alors la CEDEAO va faire la guerre, soutenue par la France. La CEDEAO va faire la guerre au Niger. C'était juste un pays qu'on a été sauvé, qui a déjà des djihadistes sur son sol depuis 10 ans. Non, on allait faire la guerre pour remettre le président mal élu, pas légitime, sur son trône. Donc là, les Nigériens ont été vent debout. La junte, qui était très forte à cause de cette légitimité populaire, grâce à Macron, la junte a eu une vraie légitimité populaire. Ça, je peux vous le dire. Et donc, Ali, mais non, mais c'est ce genre de bêtises-là. Et donc, la junte a dit, parce qu'elle avait très peur que Macron leur fasse des métiers dans le dos, a demandé à l'armée française de partir. Emmanuel Macron a dit non. Elle a demandé à l'ambassadeur de quitter. Emmanuel Macron a dit non, alors que c'est contraire aux conventions de Vienne, puisque de fait l'État était géré par la junte. Et donc là, il y a eu un bras de fer qui a duré 2 mois, avec des militaires français qui étaient dans leur camp, qui ne pouvaient pas sortir, qui ne pouvaient pas bouger, qui étaient approvisionnés, mais quand même un minimum, et une foule devant leur camp qui disait « la France dégage ». Et là, tous ceux qui connaissent et tous les observateurs se disaient « ah, on ne peut pas laisser ce spectacle » parce que toutes les télés du monde étaient filmées tous les jours les manifestations devant le camp. Et Emmanuel Macron ne lâche rien. Là-dessus, un personnage que ceux qui suivent l'Ukraine connaissent très bien, est arrivé à Niamey. C'était avant d'ailleurs les manifestations contre l'armée française. Est arrivée à Niamey, c'est Victoria Nuland. Elle est arrivée à Niamey
Et elle s'est assise et a discuté avec la junte. Et là, c'est quand même la première fois qu'on voit les Américains être irrités, parce qu'ils ont dialogué avec la junte. Ils ont compris que ils étaient en train de perdre l'Afrique. Ils avaient eu le choc de la résolution sur l'Ukraine en mars 2022. Ils n'avaient pas envie de répéter ça. Ils ne voulaient pas perdre le Niger. Et Victoria Nuland est venue à Niamey, s'est assise avec les généraux et a parlé. Et ce sont les Américains qui ont bloqué la tentative de mener une guerre, la tentative de la CEDEAO d'entrer pour faire la guerre, parce que ça aurait été un carnage absolu, hein, je veux dire, même si c'était une opération de force spéciale soutenue par la CEDEAO, comme la junte était soutenue par tous les Nigériens s'étaient organisés en comité de quartier, etc. Et s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé, tout le monde serait sorti. C'était une opération infaisable. Infaisable. Et donc, mais Macron est resté droit dans ses bottes. Il a accusé les États-Unis, les Européens, qui n'étaient pas du tout, l'Italie, qui a été vent debout contre la France et qui disait c'est pas la peine de répéter des méthodes néocoloniales. Puis alors, Mélanie, elle s'est très bien fait, elle s'est très bien taclé Emmanuel Macron. L'Italie, l'Allemagne, tout le monde s'est désolidarisé de la position française, parce que tout le monde essayait de garder ses positions en Afrique. Donc, pour garder ses positions en Afrique et pas répéter ce que la France avait fait au Mali ou au Burkina, tout le monde se désolidarisait de la position française. C'est à ce moment-là que j'ai compris et que j'ai vu, lors des réunions entre les Européens et les Français, où la ministre des Affaires étrangères, il n'en est passé tellement, celle avant ses journées, Colonna, est arrivé à cette, pour que Reuters le dise, que les Français sont arrivés en regardant par terre et à cette réunion pour discuter d'une intervention militaire ou pas. Et elle a été complètement désavouée. Et quand j'ai vu tous les pays européens en réunion qui désavouait la France, qui désavouait l'attitude de la France, j'ai su tout de suite que le divorce et que la position de la France au sein de l'Union européenne était très affaiblie. Et ça n'a été que crescendo. Mais le Niger a vraiment marqué ce moment-là. Et les Américains qui ont toujours joué avec nous en se servant de la France dans certains pays, mais en essayant de l'éjecter dans d'autres, enfin, qui n'ont jamais eu un rôle très clair avec la France, ont pris aussi leur distance euh, parce que voilà, ils n'avaient pas envie. C'était à un moment donné la phrase qui revenait le plus souvent, c'est les Français sont radioactifs en Afrique. Donc, il fallait forcément prendre le contre-pied de la France et prendre le contre-pied des décisions que prenait Emmanuel Macron. Alors, ça a duré 2 mois. Il a pensé qu'il allait réussir. Les militaires français, je le sais, ont vraiment souffert de cette situation, parce qu'ils avaient d'assez bonnes relations avec les militaires des Sahéliens. Ils ont vraiment souffert de cette situation. Et puis, un jour, c'était un peu j'ai joué, j'ai perdu. C'était le 27 septembre 2023. Donc, après 2 mois où l'ambassadeur était enfermé chez lui, et puis, les militaires français dans leur camp. Après 2 mois, Emmanuel Macron est venu à la télé pour parler pouvoir d'achat, je ne sais, et au milieu de tous ces sujets, il a dit j'ai demandé aux militaires français et à l'ambassadeur de rentrer. Ça a été en 2 phrases. Il a été à Canossa,
au milieu de tout un truc de tout un discours pour essayer de noyer le poisson, mais et je peux vous dire qu'on a été nombreux. Alors les Nigériens en premier, hein, mais beaucoup de gens ont ce soir-là ont soufflé parce qu'on n'avait qu'une trouille, c'était qu'il y ait une intervention militaire. Et là, ça aurait été terrible pour nous. Ça aurait été terrible pour les Nigériens, ça aurait été terrible pour tous les Sahéliens, mais ça aurait été aussi terrible pour les Français qui auraient commis une erreur majeure et avec beaucoup de dégâts humains. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.